Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire animé par Thierry Kersanti autour de l'enseignement à distance. Bon, ben écoutez, je vois que la salle d'attente est quasiment vide. Nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire dont le thème est l'enseignement à distance. Donc, je me présente rapidement. Je suis Sébastien Rivillon, EMCP2 Zone Amérique du Nord en mathématiques pour la EFE. Tout d'abord, un grand merci à vous toutes et tous d'avoir pu vous libérer malgré une période pour le moins chargée. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thierry Kersanti. Alors, Thierry Kersanti, entre autres, hein, c'est le directeur du CRIF. Alors, le CRIF, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Il est aussi détenteur de la chaire de recherche du Canada sur le numérique et l'éducation, professeur à l'Université de Montréal, etc., etc. La liste est vraiment très longue, donc si vous me permettez, je vais m'arrêter là. Alors Thierry va nous faire part de son expertise dans ce modèle, ce paradigme d'enseignement qu'est l'EAD. Après plusieurs mois de distanciel avec nos élèves, nous avons toutes et tous eu l'occasion d'expérimenter différents outils numériques, différentes méthodes, différentes stratégies d'enseignement afin de maintenir une certaine pédagogie, une certaine continuité pédagogique. Nous avons ainsi toutes et tous acquis une certaine expérience et il nous a donc semblé opportun de proposer à Thierry d'intervenir à cette période de l'année. De plus, ne sachant pas dans quelles conditions va se dérouler l'année scolaire 2020-2021, le thème de ce webinaire, stratégie concrète pour accroître l'efficacité de l'enseignement à distance, nous a semblé tout à fait approprié. Avant de laisser la parole à Thierry, quelques précisions concernant ce webinaire. Donc, il va se dérouler en deux temps. Un premier temps qui va être consacré à la présentation de Thierry, qui va durer approximativement 40-45 minutes, suivi d'un second temps de questions-réponses. Donc, durant toute la présentation de Thierry, vous pourrez, via le fil de discussion, via le chat, poser vos questions. Et avec Nicolas Villemain, Mathieu Chalinski et François Krieg, mes collègues MCP2, nous allons récolter ces questions et nous ferons remonter, nous relayerons les questions à Thierry à la fin de son intervention. D'accord? Donc, il pourra y répondre, mais à la fin de sa présentation. Une dernière remarque, ce webinaire donc est enregistré et on vous fera suivre le lien, l'URL de cet enregistrement très rapidement. Et je crois que je vais laisser la parole maintenant à Thierry et que je remercie vraiment d'avoir pris sur son temps personnel et qui a accepté vraiment très gentiment de faire cette présentation malgré un emploi du temps très, très chargé. Donc Thierry, je te laisse la main, tu es co-animateur. Donc nous, on se charge du côté logistique avec les collègues et on te laisse présenter ton diaporama Voilà. et voilà. Bon, mais merci beaucoup. Merci Sébastien. Écoutez, alors bienvenue. Et donc, bien humblement, c'est ça, une présentation de 35-40 minutes environ sur des stratégies concrètes pour la formation à distance. Et vous voyez, j'ai changé des éléments de mon titre à la toute fin. Et puis, c'est ce qui arrive quand on fait ça sur Internet parfois. Donc, vous voyez mon écran en principe en temps réel, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, et ce que je vous propose très rapidement, c'est de vous parler finalement de formation à distance. Et tout le monde, vous avez toutes et toutes vécu, toutes et tous vécu de la formation à distance, mais c'était pas nécessairement par choix. Et je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos écoles respectives. Je puis vous dire que dans ma ville à Montréal, les écoles sont toujours fermées. On a plus de décès ici actuellement que dans toute la France entière. Mais bon, la courbe qui est le concept du jour depuis quelques mois tend à s'aplanir. Alors, je suppose que très bientôt, il se passera, en tout cas, ce sera plus agréable pour tout le monde. Mais bon, pour l'instant, nous sommes confinés. Et donc, le but de ma présentation, c'est de vous donner des stratégies pour apprivoiser rapidement l'école à distance ou la formation à distance sans pour autant improviser. Et peut-être, je vais prendre quelques instants pour me présenter aussi, mais ça fait longtemps que je fais de la formation à distance. J'ai conçu plusieurs formations. J'ai fait des recherches sur la formation à distance et j'ai aussi, quand j'étais dans une autre vie, quand j'étais étudiant, appris à distance également. Et donc, la formation à distance, c'est complexe. C'est surtout complexe quand on est obligé de se lancer dans ça. Et l'idée, bon, ce que vous voyez là, finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez moi par hasard.
et ou quelqu'un plutôt, pas quelque chose qu'on peut retrouver chez moi. Et c'est pour vous donner une idée un peu à quoi peut ressembler la formation à distance. Et puis, pourquoi c'est important, je pense, en tout cas, de réfléchir à ça, parce que actuellement, au Québec, on fait une étude sur comment s'est passée la formation à distance. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Ça a été même très, très, très complexe pour plusieurs personnes, pour plusieurs gamins. Au début, il y a eu pendant 2 semaines. Ensuite de ça, ces profs, ils ont tous envoyé des devoirs comme s'ils voulaient rattraper les 2 semaines perdues dans la même journée. Ensuite de ça, il y a eu des rencontres en Zoom, comme ce qu'on fait maintenant, mais il y avait plusieurs rencontres en même temps. Alors, on doit expliquer au prof de maths qu'on peut mettre en même temps que le prof de français. Et donc, il a fallu un certain temps pour que les écoles, en tout cas, arrivent à bien apprivoiser ça. Et donc, mon objectif, c'est justement de vous donner quelques stratégies. Et ce que j'ai préparé un document avec mon équipe et j'appelle ça 57 idées pour commencer l'école à distance. C'est des idées, c'est des pistes. La plus grande erreur, ce serait de tout vouloir mettre en place en même temps. Ça ne fonctionnera pas. Mais l'idée, en tout cas, et j'ai quelques exemples concrets à l'appui, l'idée, c'est vraiment de vous aider, en tout cas, à mieux apprivoiser l'école à distance. Peut-être juste quelques mots sur le contexte que vous connaissez tous. Il y a eu plus de 2 milliards d'apprenants touchés par la pandémie dans tous les pays du monde. L'école à distance ou formation à distance, qu'on appelle ça comme on veut, qu'est-ce que c'est sommairement? C'est enseigner à des élèves qui ne sont pas avec nous. Mais est-ce que c'est nouveau? C'est pas nécessairement nouveau. Vous savez, il y a des recherches sur la formation à distance depuis plus de 130 ans. 150 ans, on parle des premières écoles de formation à distance. C'est déjà des recherches depuis très, très longtemps. Ça a commencé, je sais qu'il y a une école à Boston qui est présente aujourd'hui, ça a commencé justement à Boston en 1873. Et si ça vous intéresse, on faisait de la formation à distance pour les femmes, pour les aider à acquérir certaines habiletés. Donc, formation à distance, ça existe depuis longtemps. Enseigner à des personnes qui ne sont pas devant nous, ça existe depuis longtemps. Ce qui est différent actuellement, c'est qu'on a tous été contraints de le faire et contraints de le faire dans un délai record. Et donc, quelques pistes peut-être par rapport à la recherche. Qu'est-ce qu'on connaît sur la formation à distance? L'acronyme FAD, c'est ça. Formation à distance et recherche, qu'est-ce qu'on connaît? Il y a une longue tradition de recherche. Il y a des choses que l'on sait, mais ce que l'on sait dans la recherche, c'est pas toujours applicable peut-être à ce qui se passe actuellement, parce que actuellement, c'est vraiment un contexte où on a des personnes qui ont été… Je vais peut-être demander aux personnes qui ont leur micro allumé, tout le monde vous entend, juste peut-être de le mettre en mode silence, mais c'est pas plus grave que ça si vous n'arrivez pas. C'est toujours difficile, des conférences comme ça à plus de 60 personnes parce qu'on entend tous ces petits bruits, c'est amusant parfois aussi. Et donc, il y a plusieurs choses qu'on sait en formation à distance. On sait qu'il faut chercher à vaincre différentes distances. La distance physique, la distance affective, la distance pédagogique. Et c'est quelque chose que la recherche a arrivé, en tout cas, chercher à baliser depuis plusieurs années. Ce qui est différent actuellement, c'est qu'on a des millions d'apprenants à distance et des millions d'apprenants qui n'ont pas nécessairement choisi d'être à distance, comme la même chose des millions d'enseignants qui n'ont pas nécessairement choisi aussi d'être à distance. Et donc, c'est particulièrement nouveau. Par contre, parallèlement à ça, sur Terre, avant même la pandémie, il y avait aussi des millions d'apprenants qui apprenaient à distance. Et donc, quand on regarde les statistiques sur la formation à distance sur Terre, 120 millions d'apprenants sur Terre apprennent à distance. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez sûrement entendu parler du mot MOOC. C'est des cours en ligne ouverts et massifs. En anglais, c'est Massive Open Online Courses. Et donc, à travers les MOOC, il y a eu beaucoup de recherches qui se sont faites aussi pour voir quels sont les avantages, quels sont les défis justement de la formation à distance. Et donc, qu'est-ce qu'on sait dans la recherche? On sait qu'il y a des taux de réussite qui sont très variables. On sait qu'il faut faire très attention parfois justement à ces taux de réussite. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder les rapports de MIT et Harvard sur les taux de réussite des formations à distance, des MOOC qu'ils ont mis en place. Et quand on voit que Harvard et MIT ont des taux de réussite de 5%, donc 5% des apprenants qui s'inscrivent à un MOOC à Harvard ou à MIT, qui arrivent à la toute fin du parcours, quand on voit ça, on peut comprendre que la réussite est problématique en formation à distance. Et donc, cela dit, il y a des nuances importantes parce que la réussite est problématique dans des contextes où la formation à distance, elle n'est pas obligatoire, comme c'est le cas de MOOC. Dans d'autres contextes, par exemple en Angleterre, si on veut
exercer le métier d'infirmière, il faut suivre des formations en ligne un certain nombre d'heures par année. Si on ne le fait pas, à ce moment-là, on perd sa licence d'infirmière. Et donc, les taux de réussite sont de 99%. Donc, ça dépend évidemment des contextes. Donc, il y a des nuances importantes dans toutes ces recherches. Mais tout cela pour vous dire que malgré toutes ces recherches, même si on peut s'en inspirer, ce qui est différent aujourd'hui, c'est que la formation à distance, ce n'est pas un choix, c'était une obligation, une contrainte pour tout le monde. Et donc, sans plus tarder, je vous présente ces 57 pistes et mon objectif, c'est pas de vous lire 57 recettes comme ça. Ces pistes sont ancrées dans des recherches, dans des expériences et même dans des recherches qu'on mène actuellement, en tout cas au Québec, depuis le début mars, depuis que les écoles ont fermé. Et donc, ces pistes, je les ai organisées, ou ces idées, je les ai organisées en 12 grandes catégories. Et la première, c'est l'aspect d'outils technologiques et de connectivité, l'idée de contact rapide et régulier avec ses apprenants, d'y aller en simplicité, de planifier son enseignement à distance, d'organiser très, très rigoureusement ces moments d'apprentissage à distance, de choisir les bons outils technologiques, de soutenir les apprenants de façon régulière, particulièrement ceux qui ont des défis d'apprentissage, de développer des routines. C'est rien de nouveau, hein, c'est des principes qu'on voit en salle de classe depuis des années, mais ces principes s'appliquent aussi à la formation à distance, particulièrement quand on veut faire des visioconférences comme ça. D'utiliser la vidéo quand c'est possible, d'assigner des tâches précises et stimulantes à réaliser et de travailler en équipe avec des pairs inspirants. Ça, c'est particulièrement important et les enquêtes qu'on a réalisées depuis le début du mois de mars, l'idée de travailler avec des pairs, c'est stimulant, c'est motivant, ça donne de bonnes idées et en plus, ça brise l'isolement aussi. Et quand on travaille avec des enfants plus jeunes, évidemment, rester en contact aussi avec les parents. Pourquoi je vous parle d'outils et de connectivité? Vous allez dire, bon, ça va de soi. Écoutez, dans la formation à distance, et c'est pour ça que plusieurs pays, plusieurs régions, plusieurs provinces ont décidé vraiment d'investir grandement dans l'achat d'équipements numériques. Et je vous donne un exemple très concret. Au Canada, en Ontario, ils ont calculé qu'il y avait un très faible pourcentage de familles qui n'avaient pas accès à des appareils de technologie connectés à Internet à la maison. Alors, c'est la pandémie, on demande aux enfants d'apprendre à distance et on se rend compte qu'il y a 1% des familles, souvent les plus vulnérables, qui n'ont pas accès à ça. Évidemment, cette clientèle non vulnérable ne vous touche probablement pas, mais au-delà de ça, il y a peut-être aussi des éléments auxquels il faut réfléchir parce que même dans des familles des fois mieux nanties, est-ce que chaque enfant a son appareil pour apprendre à distance? Et là, particulièrement chez les plus jeunes, c'est différent. Souvent, il y a une tablette qui est partagée familialement, mais il y a certaines, et là je vous parle, on a réalisé une enquête auprès de 15 000 parents et une dizaine de 10 000 enseignants environ depuis le début de la pandémie et aussi avec des élèves. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que même chez certaines familles mieux nanties, ce qu'on retrouve, c'est des personnes qui n'ont pas accès à la tablette. Alors, le papa, la maman doit faire un horaire. Qui aura la tablette à quelle heure dans chaque jour? Et donc, ça représente des défis supplémentaires. Et donc, vous, comme enseignant, si c'est possible, de regarder d'abord est-ce que vos élèves ont accès à Internet, est-ce qu'ils ont les outils adéquats et peut-être comprendre un peu le profil technologique des apprenants et dans certains contextes, peut-être aussi le profil technologique des parents, surtout pour les enfants plus jeunes, parce qu'on s'entend, il y en a plusieurs qui ont tenté avec des petits enfants de 4 ou 5 ans de les mettre sur Zoom. C'est très compliqué, voire impossible s'il n'y a pas un parent derrière pour donner un certain cadre à tout ça. Donc, toutes ces considérations sont quand même très, très importantes et sans ça, c'est très difficile de dire on se lance dans la formation à distance. Ce qu'il faut faire aussi, surtout au début et surtout dans un contexte de pandémie, et puis ce que Sébastien a dit au début, dans l'introduction, il a dit on ne sait pas exactement de quoi sera fait l'automne. Et ça, c'est une certitude. Personne ne sait actuellement de quoi sera fait l'automne. Est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire régulière? On espère que oui. Dans plusieurs endroits, on a des ministres qui disent oui, il y aura la rentrée. Et puis 2 semaines plus tard, on espère qu'il y aura la rentrée. Et puis un peu plus tard, il y aura peut-être une rentrée pour certains et pour d'autres non. Et donc, on valse un petit peu avec, ce sont des hésitations. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment la faute de personne. C'est que le contexte évolue. On est devant l'inconnu et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Mais dans ces contextes-là, surtout si on veut amener les apprenants à ne pas perdre de bonnes habitudes, il faut les contacter rapidement, il faut planifier ces rencontres et il faut des applications simples justement pour entrer en contact avec eux. En Amérique du Nord, vous avez la chance, et c'est pour ça que j'ai mis cet outil ici, il s'appelle Remind, R-E-M-I-N-D. Ce que ça vous permet de faire comme prof, et ça prend quelques secondes, et pour vous dire, cet outil, il y a environ 80 millions d'usagers en Amérique du Nord. Ce que ça vous permet de faire,
Et ça fonctionne surtout, je dirais, pour les élèves qui ont plus de 11 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir de 11 ans, on commence à avoir son propre smartphone. Certains vont me dire que ça arrive beaucoup plus tôt, je vous le crois. La moyenne d'âge aux États-Unis pour avoir son smartphone maintenant, c'est la 4e année du primaire, ce qui équivaut à peut-être à CE2, peut-être en France, quelque chose comme ça. Donc, en 4e année du primaire, on a 9 ans, 10 ans. C'est l'âge moyen, c'est 9 ans maintenant aux États-Unis. Où est-ce qu'on a son premier smartphone? Dans d'autres pays, ça varie un peu. Au Québec, on est un peu plus en retard sur ça. C'est 11 ans son premier smartphone, l'âge moyen. Mais bon, c'est juste pour vous dire que cette application Remind, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de créer un groupe et d'envoyer des SMS à tous vos élèves. Mais l'avantage, surtout quand on a un grand nombre d'élèves, c'est que c'est une communication unidirectionnelle. On informe ces élèves, on leur fait part de choses et à ce moment-là, on n'est pas inondé d'SMS, par exemple, sur son propre téléphone portable. Et Remind, comment ça se passe? Ça se passe à l'écran d'ordinateur. On programme ces messages, on programme à quel moment ils sont envoyés. On peut envoyer des messages personnalisés, des messages à certains groupes d'élèves et donc il y a plusieurs possibilités. Une application toute simple qui passe par le SMS pour informer les élèves rapidement, évidemment pour une certaine classe. Il y a d'autres applications aussi qui sont utilisées. Il y a des enseignants qui ont fait des groupes sur WhatsApp et il y en a aussi certains qui, parfois, et c'est ce que les enquêtes au Québec ont révélé, parfois il faut prendre le téléphone aussi, on n'a pas de contact avec les jeunes enfants, on ne sait pas ce qui se passe, micro-parents, on n'a pas de réponse, alors on va avoir un contact. Donc au début, ce deuxième volet de recommandations, après les recommandations technologiques, c'est vraiment quoi? C'est cette idée de prendre contact avec les élèves régulièrement et rapidement avec des applications simples. Au début, on avait la partie technologique. Donc, troisième volet, beaucoup à ce moment-ci se sont compliqués la vie pour la formation à distance. Il y en a qui ont voulu prendre des logiciels compliqués, qui ont envoyé des guides aux parents et aux élèves pour installer le logiciel. Ça a été une catastrophe exceptionnelle. Il faut y aller en simplicité, mettre en place un fonctionnement très, très simple, réaliser des rencontres courtes, surtout dans le contexte actuel. Et comme je vous l'ai dit, je peux parler de mon expérience. J'ai quelqu'un qui est au lycée chez moi, mon garçon, et qu'est-ce qu'il avait? Bon, après 2 semaines de pandémie, il est inondé de mails de ses profs qui donnent plein de devoirs, et ensuite de ça, sans concertation, on a des rencontres. Et là, on a un prof de français qui veut faire son cours de 75 minutes, on a le prof de maths qui veut faire son cours, et finalement, on a un enfant qui est de 8 heures à 16 heures devant l'ordinateur à écouter des enseignants en ligne. Et même l'enseignant le plus intéressant, après 5 heures devant l'ordinateur, il risque fortement d'être moins intéressant. Et donc, l'idée de mettre en place un fonctionnement simple, des rencontres courtes, d'éviter de reproduire ce qu'on a fait en classe quand on fait de la formation à distance. Alors peut-être y aller de moments courts où est-ce qu'on donne des travaux qui peuvent être un peu plus chronophages à ces apprenants. Donc, simplicité, on y gagne, c'est plus facile pour vous et c'est plus facile aussi pour les apprenants. Maintenant, ces moments à distance sont précieux. Si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs enseignants du Québec, de France, de Belgique, de partout dans la francophonie et ailleurs aussi, qui ont partagé ce qu'ils ont fait. Et ce qui était réellement intéressant pour moi, c'est que plusieurs partageaient, oui, aujourd'hui, j'ai 28 gamins sur 29, oui, aujourd'hui, j'en ai 32 sur 34. Donc, ces petits moments qu'on a avec eux, il faut vraiment, vraiment bien les planifier. Il faut établir un cadre qui soit très clair. Il faut être rassurant avec les apprenants, surtout dans le contexte actuel. Il faut planifier à court, moyen et long terme, même si on ne sait pas quand est-ce que les écoles réouvriront. Il faut quand même tenter de donner un certain cadre aux élèves. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les jeunes, du jour au lendemain, l'école donne des repères. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus d'heures pour se lever nécessairement. Il y avait un confinement, donc il y avait plusieurs inconnus. La réalité, l'encadrement quotidien volait un peu en éclats. Et donc, même si dans certaines familles, on a réussi à faire quelque chose rapidement, ça n'a pas été le cas pour toutes les familles. Donc, établir un cadre clair, limiter aussi la quantité de contenu en temps réel. Et donc, l'idée, c'est un contexte que personne n'a choisi. Et oui, parfois, on est contraint. Et la photo que je montrais au début, c'était justement le cahier de mathématiques qui est utilisé au Québec ici. Et oui, dans certains contextes, on peut comprendre qu'on aurait aimé faire toute la matière au complet, mais dans le contexte actuel, on va peut-être chercher à prioriser certaines notions et donc regarder qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport au programme. Et ensuite de ça, éventuellement partager cette planification avec les apprenants. Pourquoi la partager? Parce que quand on les a en salle de classe avec nous, sans le savoir,
on leur parle toujours de ce qui va venir, de ce qu'on a fait la semaine dernière et tout, mais quand ils sont à distance, il n'y a plus ces échanges parce qu'on est conscient de la planification. Être conscient de la planification, c'est quelque chose d'important. Ça les aide. Ça les aide énormément aussi à anticiper ce qui vient. Ça les aide à apprendre tout simplement. Cinquième grande catégorie, là, au-delà de la planification de ces moments à distance, c'est organiser concrètement ces petits moments. Et donc, organiser ces moments en temps réel qui sont très précieux, inciter les apprenants à participer aux rencontres, soit en prenant les présences, soit en leur envoyant des rappels, soit en faisant des commentaires positifs en disant écoutez, vous êtes 32 aujourd'hui, je vous remercie beaucoup, c'est très bien. Favoriser aussi le travail en sous-groupe. C'est pas parce que on est en ligne avec des apprenants qu'on doit tout faire nécessairement de façon magistrale. Il y a beaucoup d'outils, Teams, Zoom et plusieurs autres qui permettent justement le travail en sous-groupe. Et moi, je vous invite peut-être, surtout d'ici l'automne prochain, c'est parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'automne, à prendre quelques secondes pour regarder quelques tutoriels et j'en partagerai à la fin de la présentation qui vous montrent très simplement qu'il est possible de créer des sous-classes et donc de faire travailler ces élèves en sous-groupe. Pour eux, c'est intéressant, ça brise l'isolement, c'est différent. Au début, ça posera des défis, donc il faut des tâches très, très simples, mais éventuellement, ça peut être quelque chose d'intéressant. La pire chose à faire, je vous dirais, pour les élèves, et ça, c'est réellement intéressant parce que je me considère très privilégié, le fait d'avoir des enfants à la maison, de faire des recherches sur ça et d'avoir pu faire une recherche auprès de milliers de parents, d'enfants et d'enseignants aussi depuis la pandémie. Ce qu'on a pu remarquer dans les entretiens qu'on a réalisés, dans les questionnaires aussi qui ont été administrés à des milliers de personnes, c'est que les gamins, tout de suite, quand on remarque, quand les tâches assignées, il n'y a pas de suivi, ben on se met à ne pas les faire. Et chez moi, on a eu le même problème. Alors, j'ai mon Sébastien qui m'a dit, papa, ça sert absolument à rien. La prof de maths, de toute façon, elle ne vérifie pas. Alors, pourquoi je vais passer 3 heures ce soir? J'ai déjà fait 6 heures en ligne. Donc, comme elle ne vérifie pas, je ne fais pas de suivi. Voilà. On voyait, je dis la prof de maths à titre d'exemple, hein, mais donc, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire un suivi sur les tâches assignées. Maintenant, vous êtes prof pour certains depuis longtemps. Vous savez, en salle de classe, quand on assigne des devoirs, si on ne fait pas un suivi sur les devoirs, comment peut-on savoir qu'ils les ont faits? On peut attendre au contrôle pour les coincer, mais en formation à distance, en tout cas, la recherche montre que c'est quand même important de faire un certain suivi de ces tâches assignées et d'enregistrer les rencontres de groupe quand c'est possible. Zoom le permet, par exemple, justement pour les absents, pour ne pas qu'ils soient doublement pénalisés. Ensuite de ça, ça c'est une pratique en formation à distance qui a été largement documentée par la recherche aussi. Souvent, on oublie qu'en formation à distance, ces petits moments sociaux qui existaient en salle de classe. On est en classe un peu avant que les élèves n'entrent, on salue certains dans le couloir, on a quelques échanges avec eux au début de la classe et parfois on oublie justement d'accueillir ces apprenants. Et ces moments de socialisation sont importants, rassurent les apprenants, créer un contexte qui soit plus favorable à l'apprentissage. Alors, ne pas oublier, même si on est sur Zoom, sur Teams ou certaines plateformes, des fois qui sont moins agréables, ne pas oublier d'accueillir correctement ces apprenants. Prochaine recommandation, choisir les bons outils technologiques. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas le choix. Votre établissement scolaire impose un outil, ça va très facilement comme ça. Mais si vous avez des choix, regardez, puis là ici, ce que vous voyez à droite, c'est une fiche qui a été diffusée. Je vous expliquerai où aller chercher toutes ces fiches. J'ai toutes mis sur mon compte Twitter et je vous montrerai comment aller chercher à la fin. 9 outils pour innover et faire l'école à distance. C'est très simple, c'est gratuit. On va dessus. Puis ce qu'on peut voir ici en bas à droite, de l'image, et je partagerai mon diaporama après aussi, c'est qu'on voit les fonctionnalités avec des grandes pastilles de couleurs. Donc, Zoom permet de partager son écran, de partager des documents, d'avoir une conversation en chat où est-ce que vous pouvez poser des questions, et donc permet plusieurs choses. Et ça, c'est réellement intéressant comme outil. Mais il y en a plusieurs autres similaires. Il y en a 9 et gratuits qui vous sont proposés dans cette fiche. Alors, des outils qui peuvent varier selon l'intention pédagogique, des outils pour communiquer, des outils gratuits parce que pensez aux familles aussi qui vont devoir installer ça et essayer
si c'est possible, surtout quand on arrive au collège ou au lycée, d'avoir une certaine concertation avec les enseignants. Parce que, vous savez, quand on a fait des entretiens avec les parents, justement, qui ont vécu ou survécu à la formation à distance, pourquoi je dis survécu? Parce que certains mamans ou certains papas me disaient, écoutez, là, on a une tablette, on a 3 enfants, alors qu'ils devaient se partager. Alors, certains, et pour un gamin, des fois, il y avait 4 applications différentes. Et là, quand tu as 3 gamins, ça fait des fois une dizaine d'applications différentes pour se connecter. Et donc, on cherche, mon prof de maths, il m'a demandé d'aller où? Ma prof de français, où est-ce que je dois aller? Et donc, ça crée quand même beaucoup de… C'est complexe pour les élèves. Si je fais juste un petit peu marche arrière, parce que je m'étais dit que j'allais vous donner aussi peut-être quelques bons exemples, des choses qui se sont vraiment bien passées, en tout cas, ou que je trouve qui se sont particulièrement bien passées. Quand on regarde ce qui a été fait, ce qui a été très apprécié des élèves et des parents aussi, dans certaines écoles, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'envoyer un horaire type le vendredi en fin de journée pour la semaine suivante, et où l'élève voyait toute sa planification pour la semaine. Il savait qu'il avait 15 minutes de français, 30 minutes de maths, de l'histoire, de la géographie, et on voyait, il avait toute sa planification pour la semaine. Ça rassurait l'élève, ça rassurait le parent aussi. Et donc, des stratégies comme ça, elles sont réellement intéressantes. Prochaine catégorie, soutenir ses apprenants de façon régulière, une approche bienveillante pour favoriser l'apprentissage, être présent et disponible, offrir du soutien individuel aussi, du soutien individuel ou en sous-groupe. Prendre les présences, c'est important. Plusieurs des enseignants qu'on a rencontrés, qui ont enseigné à distance depuis la pandémie et tout, certains nous disaient j'ai regretté de ne pas avoir pris les présences parce qu'ils ont vu que certains de leurs collègues le faisaient et finalement ils n'avaient pas d'idée. Moi, je crois que j'en avais 28 sur 20-30, mais je ne suis pas certain. Et donc, prendre les présences, ce n'est pas simplement à des fins de notes ou de résultats à la fin, c'est aussi pour savoir est-ce qu'il y en a finalement qui ne sont jamais là, est-ce qu'il y en a que je dois relancer autrement. Et développer aussi, vous savez, certains élèves qui se sentent peu compétents en salle de classe, des fois à distance, ce sentiment d'incompétence peut augmenter. Et donc, les rassurer et travailler, quand c'est possible, avec certaines activités pour développer leur sentiment de compétence et porter une attention particulière aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Et donc, soutenir les apprenants de façon régulière, on a parlé de contact régulier déjà, mais contact, rétroaction durant les moments de présentiel, mais aussi en dehors, féliciter régulièrement, aider les apprenants, surtout les plus jeunes, mais pas nécessairement, à s'organiser. C'est pas facile d'apprendre à la maison, c'est pas facile du jour au lendemain de passer en formation à distance. Et la recherche montre depuis plus de 100 ans en formation à distance qu'un des principaux défis, c'est l'autonomie et l'organisation. Et là, on parle de recherches qui ont été menées auprès d'adultes, souvent des adultes à l'université qui s'inscrivent à des formations à distance. Alors, imaginez un peu au primaire, au secondaire, au primaire, collège ou lycée, comment ça peut prendre une importance immense. Alors, aider les apprenants à s'organiser, leur rappeler de trouver un endroit calme pour faire justement ces rencontres d'enseignement qu'on a. Pourquoi il faut limiter ces moments de rencontre? Parce qu'il faut être empathique par rapport à ce qui se passe dans les familles aussi. Donc, aider les apprenants à s'organiser, aider les apprenants à devenir autonomes. Et en bout de ligne, il y a beaucoup de recherches aussi qui montrent que faire ses devoirs, ça s'apprend, ce n'est pas quelque chose d'inné, avec ou sans le soutien des parents. Évidemment, avec le soutien des parents, c'est plus facile. Et là, encore une fois, ce sont des stratégies qui ne sont pas uniques à la formation à distance. Ce sont des stratégies, mettre en place des routines, des règles claires et tout. C'est quelque chose qui est très simple et c'est quelque chose qu'on doit faire aussi en salle de classe. Des horaires de rencontre à respecter, des apprenants parce qu'on développe une routine. Si on a un petit moment de rencontre avec eux, on commence par la révision, on commence par la vérification des devoirs. Ensuite, on présente la nouvelle matière. Ensuite, on fait un exercice. On explique quand sera la prochaine rencontre. Donc, c'est à vous de voir quelle routine mettre en place, mais il faut vraiment inciter les apprenants à développer des routines et vous-même, dans ce que vous faites, les routines vont sécuriser. Ça ne veut pas dire de ne pas innover quelquefois, mais les routines sécurisent. Être flexible, surtout au début, quand on voit un peu la réalité de certaines familles, c'est complexe. Amener les apprenants à choisir un endroit calme, enseigner les règles de classe à distance aussi, l'idée d'éteindre son micro quand on parle, de le rallumer et tout, c'est très complexe. Et jusqu'à, je veux dire, toutes les réunions que j'ai en ligne, je vois des fois des gens qui ne réalisent pas qu'il faut fermer le micro.
Et donc, on entend un bruit immense. Alors là, on apprend à fermer le micro. Ensuite de ça, on les voit parler, mais on leur fait signe, ton micro n'est pas allumé. Alors là, ils vont allumer leur micro. Et donc, c'est toute cette logistique, en tout cas, avec laquelle on est peu habitué et qu'il faut réapprendre quand on apprend à distance. Et à la limite, même enseigner le droit de parole. Il y a des outils comme Zoom qui permettent de lever la main. Alors, quand on est prof, quand on fait une conférence à plus de 60 personnes comme aujourd'hui, c'est complexe. Mais quand on est prof et qu'on enseigne un groupe de 25, 30, à ce moment-là, ou même moins que 20 parfois, on voit les mains levées et on peut voir tout de suite le visage des personnes qui ont levé la main dans l'ordre où les mains ont été levées et on peut justement accorder ce droit de parole aux élèves. Donc, des petits détails, mais ces routines, ces règles sécurisent, rassurent et permettent d'être plus efficaces quand on enseigne. Il y a beaucoup de recherches qui ont montré que l'apprentissage à distance, on apprend à partir de lecture, parce que c'est une activité qu'on peut faire de façon autonome, mais on peut apprendre aussi à partir de vidéos. Et donc, les vidéos peuvent rendre certains apprentissages interactifs et visuels. Et je sais qu'il y a des profs de PS en ligne, et je vais avoir un petit mot pour vous à la fin, mais l'idée, on ne veut pas nécessairement, je ne suis pas en train de dire de leur faire voir de longues vidéos pour qu'ils restent encore plus à l'ordinateur, ce n'est pas ça du tout. Il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de recherches aussi d'abord qui montrent que la vidéo, c'est quelque chose de très efficace comme outil pédagogique et l'idée, c'est de tirer profit des vidéos disponibles en ligne. Et si vous aviez peut-être un outil à retenir parmi tout ce que je vous présente aujourd'hui, cette fiche-là présente 16 outils pour réaliser des vidéos, pour faire des montages vidéo, mais il y a un outil qui est tout à fait exceptionnel qui s'appelle Edpuzzle. Si vous ne l'avez pas utilisé encore, bon, je vous invite vraiment à découvrir cet outil. Edpuzzle, c'est encore une fois 50 millions d'usagers en Amérique du Nord. Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est parce qu'un outil où est-ce qu'il y a 50 millions d'usagers ou 80 millions comme Remind, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'outil fonctionnera toujours. Il n'y aura pas de souci technique. Et ça veut dire aussi que c'est très facile d'usage. On ne peut pas avoir un si grand nombre d'usagers et avoir un outil qui soit complexe. Mais Edpuzzle, qu'est-ce que ça permet de faire? On imagine, on est prof, on va enseigner une certaine notion, on va prendre une notion peut-être en mathématiques, une notion qui pose des défis, puis là on trouve une chouette vidéo, on dit ok, je vais prendre cette vidéo, puis je demande à mes gamins de regarder la vidéo. Qu'est-ce qui va arriver la plupart du temps? Il va y avoir des élèves finalement qui ne vont pas avoir regardé la vidéo, hein, puis ça sera toujours comme ça. Edpuzzle, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet réellement d'enrober cette vidéo, de créer une leçon à partir de la vidéo. Alors, pour faire très très simple, Edpuzzle permet, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver le lien de la vidéo. On peut lui mettre un nouveau titre, donc on crée une leçon à partir d'une vidéo qu'on a trouvée. On peut scinder cette vidéo ou la couper. Des fois, il y a des éléments d'une vidéo qu'on a trouvée en ligne qu'on n'aime pas, ou on la trouve trop longue, on aimerait juste garder 5 minutes du milieu. Edpuzzle permet de faire ça. Et donc, on peut mettre un titre, on peut même mettre sa voix de prof. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous demande de regarder cette vidéo et on explique pourquoi. Donc, on peut mettre sa voix, à la limite même sa vidéo au début. Et donc, c'est un logiciel qui permet de façon tellement intuitive et tellement simple, en quelques secondes, de créer une leçon. Mais l'idée, ce n'est pas juste de pouvoir un peu travailler la vidéo qu'on a trouvée sur YouTube ou Vimeo, peu importe. C'est de lui mettre un titre, de mettre sa voix par-dessus. Mais le plus intéressant pour moi, c'est de pouvoir y insérer des questions. Et quand on y met des questions, choix multiples, vrai ou faux, questions en développement, il y a plusieurs options et des fois plusieurs réponses disponibles aussi. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Edpuzzle, ce qui est tout à fait phénoménal, c'est que suite à la réponse de l'élève, on peut choisir quand on conçoit sa leçon, comment on voudrait que la vidéo réagisse. On voudrait partager la bonne réponse à l'élève, ce qui est possible, ne pas lui partager tout de suite et partager à la toute fin, quand il a fini de voir la vidéo et de répondre à toutes les questions. On voudrait ne jamais la partager, ou on voudrait par exemple que la vidéo se rembobine, entre guillemets, parce qu'on est en ligne, se rembobine de 30 secondes pour lui dire écoute, regarde à nouveau le passage, tu n'as rien compris du tout. Et donc là, l'élève serait coincé à devoir refaire le passage. Mais au-delà de tout ça, ce qui est vraiment phénoménal quand on est prof, c'est que la vidéo, comment on peut savoir que les élèves l'ont vu ou pas? C'est que Edpuzzle permet, quand on crée son groupe classe, et ça prend vraiment 5 minutes, pas plus que ça, on doit rentrer les noms de ses élèves. Quand on crée son groupe classe, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire on peut voir, on a une espèce de tableau qui nous est envoyé par mail, et ce qu'on peut voir, on peut voir combien d'élèves ont regardé la vidéo, combien d'élèves ont répondu correctement à la première, deuxième, troisième, cinquième question, peu importe. Et c'est vraiment exceptionnel tout ce qui peut être fait. Alors voilà. Donc, ça vous donne plusieurs idées comme ça de ce qui peut être fait, mais Edpuzzle, c'est vraiment un outil exceptionnel
vraiment un outil à utiliser quand c'est possible. Voilà. Et donc, prochaine catégorie de tâches, c'est d'assigner des tâches précises et stimulantes à réaliser. Et là, pourquoi? Parce qu'on est en ligne. Bon, j'ai parlé de vidéo, ce qui est une tâche stimulante, mais assigner des tâches précises et stimulantes, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de stimulant pour les élèves. Il ne faut pas penser que parce qu'on est en ligne, ils vont nécessairement aimer ça. Donc, des tâches entre les moments de rencontre, mettre l'accent sur la lecture. Les devoirs peuvent être plus longs. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler l'autonomie et en plus, on ne voudrait pas qu'ils soient nécessairement toujours à l'écran. Certaines tâches qui peuvent être amusantes. Et puis, faites attention, vous savez, l'enquête qu'on a réalisée, et j'espère qu'il n'y a pas trop de profs d'art en ligne qui vont m'en vouloir, l'enquête qu'on a réalisée, plusieurs se sont plaints de certains types de devoirs. Et je donne un exemple. Alors, la prof d'art qui voulait faire un peu bouger ses élèves malgré le confinement, elle leur a fait faire un projet de photo-montage de quartier. Et donc, c'était drôle parce que bon, on a eu quelques parents de cette école-là qui ont participé aux entretiens qu'on a réalisés et tous avaient la même opinion en disant on a passé 4 heures pour faire ce devoir en art. Alors, ce n'était pas un devoir pour les élèves, c'était un devoir pour les parents aussi. Donc, faites attention des fois quand on donne des devoirs. Les devoirs ne doivent pas être pour les parents, les devoirs doivent être pour les élèves. Je ne suis pas en train de dire de ne pas les faire sortir, l'idée était intéressante, mais peut-être regarder un peu le temps que ça peut prendre. Donc, ludifier les devoirs quand c'est possible et amener les apprenants à bouger aussi. Et puis là-dessus, je sais qu'il y a plusieurs enseignants d'EPS en ligne. Si jamais ça vous intéresse, on a une enquête juste pour vous qu'on est en train de réaliser. On fera des entretiens avec les enseignants d'EPS. Alors, l'URL, les liens pour l'enquête, c'est enquêteeps.ca. Enquêteeps.ca. Je vous invite fortement à y participer, puis même à diffuser ça à vos autres collègues d'EPS. Ça me fera bien plaisir de recueillir votre opinion. Mais donc, des devoirs de l'école en ligne, il ne faut pas oublier de les faire bouger aussi les élèves parce que trop souvent, les élèves, et c'est ce qui m'est arrivé aussi, hein, on est assis sur une chaise du matin au soir à faire des réunions en ligne et des choses comme ça. Donc, il ne faut pas oublier de les amener à bouger. C'est quelque chose de très, très important. Rapidement, parce que le temps file, hein, travailler en équipe avec des pairs inspirants, c'est fort intéressant. Je vous ai mis le Twitter d'une collègue que j'adore, qui s'appelle Marie Soulier, qui est prof de français, qui fait des choses extraordinaires en ligne, mais qui est d'une organisation exceptionnelle, qui partage tout dans le moindre détail, ses planifications, les fiches, tout ce qu'elle fait. Et elle partage même aussi les réactions de ses élèves. Donc, elle met parfois certaines vidéos de ses élèves qui réagissent aux activités qu'elle a mises en place. Et donc, il y en a elle, il y en a plusieurs autres aussi, mais rester en contact avec des pairs aspirants, s'inspirer du travail de collègues ou de conseillers pédagogiques, tirer profit des communautés d'échange sur les médias sociaux, sur Twitter et sur d'autres réseaux, Facebook, etc. On trouve des choses exceptionnelles. Puis inviter aussi d'autres enseignants dans votre classe. Quand on a parlé aux élèves, je vous ai parlé de l'enquête qu'on a faite, ce qu'ils ont adoré, c'est ces moments justement où il y avait quelque chose de nouveau, malgré le contexte qui était déjà novateur, où est-ce qu'il y avait la prof d'ailleurs qui venait nous enseigner telle matière, ou il y avait des fois des élèves qui étaient invités. Donc, inviter d'autres personnes dans votre classe en ligne quand c'est possible. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout avec les enfants plus jeunes, de rester en contact avec les parents aussi, c'est important. Plusieurs parents ont reproché de ne pas avoir eu de nouvelles de leurs enseignants. Plusieurs parents ont dit qu'on écrivait uniquement aux enfants. Il y a eu le contraire aussi, hein. Il y a parfois eu on était au lycée, on était en première, en seconde, et on écrivait aux parents pour l'enfant. Alors là, les enfants nous disent, mais ils écrivaient à mes parents toujours, ils m'écriraient à moi. Donc, il faut trouver un équilibre, mais rester en contact avec les parents, c'est quand même important dans ce contexte-là. Tous étaient inquiets, communiquer régulièrement et la même chose, utiliser des outils qui soient facilitants. Remind, je reviens là-dessus, il y a eu une grande expérimentation qui a été faite dans l'État de New York là-dessus, et juste le simple usage de Remind, hors contexte de pandémie évidemment, il y a eu une augmentation de réussite scolaire. On parlait de zones d'éducation prioritaire, mais une augmentation de réussite scolaire de 8% dans les zones d'éducation prioritaire avec un simple outil comme Remind, parce qu'on restait en contact avec les parents et on restait en contact avec les élèves. Et encore une fois, Remind, il y a tout un guide pour vous expliquer comment ça fonctionne et tout. Ça prend vraiment… Sur leur site, ils disent qu'il faut 15 secondes pour s'abonner. C'est faux, il en faut 30. Mais on reste quand même dans des délais très, très courts. Et pour créer sa classe, ils disent qu'il faut 5 minutes, il en faut peut-être 8. Mais encore une fois, c'est relativement court, mais ça permet d'informer en temps réel. Ce qui est vraiment intéressant avec un tel outil, c'est qu'on prend son message, on l'écrit et on indique quand est-ce qu'on veut qu'il soit envoyé. Alors, ça peut être envoyé à 7 heures le matin pour faire un rappel pour la classe Zoom. Ça peut être envoyé le soir, mais donc on écrit son message et c'est un SMS qu'on écrit. Et donc, c'est très, très court. On écrit son message, on dit à quel moment il est envoyé et on dit à qui il est envoyé. À toute la classe, à certains élèves, aux élèves et aux parents. C'est à vous de déterminer. Voilà. Alors donc, pour conclure, parce que j'ai épuisé mon temps,
Je vous invite peut-être à voir, à regarder bon, la fiche que je vais diffuser en ligne. Je sais que le contexte n'a pas été facile pour personne. Je sais que ça a été tout à fait difficile. Et l'objectif de cette fiche-là, et puis il y aura une version qui sera un peu modifiée au cours des prochaines semaines. On travaille aussi sur un volet évaluation. Alors, comment évaluer en ligne? Et je sais qu'il y avait des profs qui étaient très, très, très à cran sur ça. On voulait tout de suite évaluer. Je me dis, dans une première étape, on veut commencer l'école à distance, on ne veut pas tout de suite aller avec l'évaluation, mais dans la prochaine fiche disponible, on aura une section aussi sur comment évaluer à distance. Alors voilà, si ça vous intéresse, c'est le compte Twitter, je vous invite à vous y abonner, puis la fiche sera diffusée là-bas. Si jamais ça vous intéresse comme enseignant ou comme parent de participer à l'enquête, l'enquête est ouverte aussi et la fiche que je diffuserai, ce sera celle-là dans quelques minutes. Alors voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais je reste maintenant disponible pour y répondre. Alors, je vous remercie beaucoup. Ok, mon micro était coupé. Donc, merci Thierry. Quelques questions. Donc, première question, au niveau de l'enregistrement des classes virtuelles, est-ce que ça a une réelle efficacité pour les élèves qui sont absents? Alors, vous me dites que est-ce que c'est une réalité pour les classes qui sont absents? Non, une réelle efficacité pour les Ah, une élèves réelle efficacité. absents, pour les élèves absents à la classe virtuelle, donc absents au moment synchrone. Est-ce que ça a une réelle efficacité d'enregistrer ces moments? Écoutez, dans le contexte actuel, oui, parce qu'il y en a qui ont réellement de bonnes excuses pour ne pas pouvoir y être, mais encore une fois, ça dépend. Il y a eu certains exemples de profs qui ont fait des classes de 2 heures. Alors, pour un gamin, je ne veux pas être méchant, on a beau être un prof super intéressant, mais à regarder son prof pendant 2 heures en ligne, là, vous savez, les vidéos les plus populaires sur YouTube, là, elles ont en général moins de 4 minutes. Alors là, mais c'est essayer de mettre ça dans la balance pour vous dire est-ce que ça aura un impact relatif. Donc, oui, ça a un impact. Oui, ça s'est regardé quand c'est court. Et court, c'est quoi? Peut-être moins de 15, moins de 20 minutes et peut-être ciblé pour les élèves. Vous dites, écoutez, il y avait des absents, voici la planification d'aujourd'hui. C'est surtout la partie AB qui sera importante pour toi. Dans C, dans D, il y a eu des échanges et des questions, donc tu peux regarder si tu veux, mais c'est surtout AB qui est important, par exemple. Donc oui, la recherche montre, et moi je vous dis que les recherches qu'on a faites actuellement depuis la pandémie, les gamins apprécient, les parents apprécient aussi, surtout quand c'est succinct et qu'on leur indique où aller voir et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Au niveau quand tu parles des rencontres courtes, au niveau synchrone, hein, qu'est-ce que tu entends par court en fait? C'est quoi une durée courte? Il n'y a pas de loi absolue pour une durée courte. Alors, il faut comprendre, par exemple, au primaire, on peut prendre un peu plus de temps parce qu'en général, on n'a qu'un seul prof. Par contre, quand on arrive au lycée, qu'on a plusieurs profs, si on se met à faire des rencontres de 2 heures, est-ce qu'on a pensé aux profs d'histoire, de géo, de chimie, de sciences ou peu importe, ça ne rentre plus dans l'horaire. Alors, court, c'est quoi? Court, on parle peut-être de maximum 30 minutes. Malheureusement, c'est ça la réalité parce que surtout dans un contexte où les élèves, et moi je peux vous dire, les études qu'on a faites là, on a les messages de profs, on a les horaires d'élèves comme preuve dans l'étude. Il y a des élèves, mais c'était ridicule, ils commencent à 8 heures le matin, ils finissent à 16 heures le soir, mais ils étaient complètement là. C'est terrible pour eux de faire ça. Puis c'était en ligne avec un prof qui parle et c'est pas facile pour les profs non plus. Donc, plus court, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de gagner en efficacité, garder votre temps, non pas pour aller vous promener dehors, malgré que parfois ça peut faire du bien, mais gardez votre temps peut-être pour faire des rencontres individuelles ou en sous-groupe qui sont plus efficaces aussi. Mais vraiment des moments courts. C'est pour ça que je dis, il faut scinder la matière, voir qu'est-ce qu'on peut faire en présence, qu'est-ce qu'on peut faire en présentiel et qu'est-ce qu'on peut donner à faire de façon autonome aux élèves. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question qui revient régulièrement, c'est est-ce que tu aurais des recommandations pour une rentrée hybride? C'est-à-dire une rentrée demi-groupe en présentiel et puis une moitié de la classe en distanciel. Ah, ça, c'est la question catastrophe actuellement parce que non, mais je veux dire, vous êtes tous profs, je suis prof. Il n'y a rien de pire. Il y en a qui vont venir, il y en a qui ne vont pas venir. Nous, on a eu au Québec la rentrée facultative, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui veut vient. Et là, qu'est-ce que les gamins ont retenu de ça? Ben, c'est facultatif. Alors, ils ont pas écouté tout ce que le ministre a dit pour enrober tout ça. Ils ont retenu un mot facultatif. Hop,
Alors, facultatif, ça veut quoi? Même ceux qui étaient là, ils étaient là pour faire la fête, pas vraiment ou pour socialiser, pas vraiment pour apprendre. Donc, la rentrée hybride, moi, je crois que l'organisation va être hyper importante et tout. Et il faudra malheureusement beaucoup de travail autonome en salle de classe aussi. Pourquoi? Parce que même s'il y en a qui ne sont pas là, il faudra peut-être des moments pendant qu'on sera en classe pour être en contact avec eux, avec ceux qui sont à distance. Et donc, ça va demander une gymnastique exceptionnelle aux enseignants. Ça va être une surcharge cognitive immense, mais peut-être qu'on n'aura pas le choix non plus. Vous savez, les règles de distanciation sociale, si on doit les appliquer, alors, je ne connais pas vos lycées, mais j'en ai vu plusieurs. Et j'ai eu la chance de visiter plusieurs écoles de l'AFE à Montréal, à Ottawa, à Toronto et ailleurs, même à Boston. Et donc, je ne suis pas convaincu que vous arriviez à respecter la distanciation sociale de 2 mètres avec tous les élèves qui sont dans vos écoles. Vous avez demandé quoi? À 1 sur 4 de venir. Non, mais il y aura un défi. Donc, l'organisation sera importante. Un moment où je présente de façon magistrale, j'ai tout le monde, y compris ceux à distance, des moments de travail, des moments de rencontre individuelle. Et donc, ça demandera, il faut… Mais là, je me dis, vous avez de la chance parce qu'on a tout l'été pour y réfléchir et tenter de voir comment on va avaler cette immense pilule qui ne rentre pas pour l'instant. Alors que là, en mars, ça nous est tombé dessus. Alors, on a fait pour le mieux. Et c'est pour ça que l'enquête qu'on a faite, moi, je suis très, très conscient que tout le monde a fait pour le mieux. Mais j'ai ri quand j'ai vu ces horaires d'élèves, où est-ce qu'ils me montraient, ben voilà, regarde, mon prof de maths, voici le mail, mon prof de physique, en même temps, m'ont donné une rencontre Zoom en même temps parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Mais on a vu certaines écoles qui ont évolué. Moi, je vous dis, ce que j'ai vu de plus beau, c'est un horaire fixe pour que l'élève reçoit le vendredi pour s'y préparer à l'avance. Où est-ce qu'il voit? Pourquoi le vendredi de certaines écoles faisaient ça le lundi matin? Lundi matin, on t'envoie ton horaire. Mais c'est un petit peu un manque d'empathie, je ne dis pas ça méchamment, mais c'est un manque d'empathie pour les familles qui ont plusieurs enfants. Parce que là, le lundi matin, c'était l'horreur, parce qu'il y a aussi des parents qui font du télétravail. Alors là, on a l'horaire des 3 enfants. Alors, qui prend l'iPad quand? Et là, c'était la catastrophe aussi. Donc, si on donne ça le vendredi, on laisse le week-end pour les parents, pour s'organiser, peut-être pour parfois informer un prof que là, mon enfant ne pourrait pas être là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai la tablette, parce que je travaille, ou parce que ci, ou parce que ça. Et ce n'est pas toutes les familles vraiment qui ont un outil par personne. Et des fois, les parents doivent travailler. Donc, c'était quand même, la réalité qu'on a pu voir, c'était complexe. Peu importe la classe économique, le niveau socio-économique. Ouais. Donc par rapport à ça, pour rebondir par rapport au moment opportun, quand on doit envoyer des messages aux familles ou aux élèves, est-ce qu'il y a des moments souhaitables dans la journée, des moments préférables par rapport à d'autres moments? Écoutez, vous êtes prof, vous êtes parent, vous êtes enseignant, vous êtes apprenant parfois. Quel est le meilleur moment pour recevoir un message? Bon, pas en pleine nuit, on s'entend sur ça. Mais au-delà de ça, quand j'ai parlé de Remind, justement, Remind est vraiment intéressant parce qu'on peut programmer son message et on peut déterminer à quelle heure il est envoyé. Et donc, si on a une rencontre à 8 heures, peut-être qu'on peut envoyer un SMS gentil. C'est ce que Remind fait. Hein. Puis, et encore une fois, ils n'ont pas votre numéro à vous. C'est unidirectionnel, c'est vous qui écrivez, point, vous informez, point. Et donc, on peut mettre un rappel. N'oubliez pas, le cours de chimie commence dans 15 minutes. Et donc, un petit rappel, comme on a parfois quand on a des réunions avec des petits rappels qui arrivent comme ça. Donc, mais à quel moment envoyer le message? On a posé la question, c'est pas clair, mais c'est certain qu'après 17 heures, c'est plus lu des parents et des enfants à la fois. Durant la journée, il y a quand même des parents qui travaillent, pas uniquement dans le domaine de la santé. Il y en a qui font du télétravail, il y en a qui travaillent dans divers domaines où c'est pas encore fermé et tout. Donc, après 17 heures, si on veut que ce soit lu, mais ça vous empêche pas d'envoyer des messages à tout moment. Donc, évitons la nuit. Mais les petits rappels très courts, l'étude qui avait été faite à New York sur Remind, c'était vraiment des rappels de choses à faire, de textes à lire, de devoirs à faire. Donc, simplement des rappels qui amènent les élèves à s'organiser. Et ça avait des impacts phénoménaux sur la réussite. Juste une remarque pour les collègues, Remind, c'est bien unidirectionnel, hein, c'est descendant, c'est le professeur qui transmet, mais il n'y a pas de retour derrière. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour derrière. C'est pas comme WhatsApp, où est-ce que tu crées un groupe. Alors, j'ai des collègues qui ont fait ça, mais c'est bien, mais en même temps, c'est chronophage WhatsApp parce que tout le monde échange ses états d'âme et là, on partage et quelqu'un est découragé, tout le monde l'encourage. Quelqu'un fait quelque chose, tout le monde lui dit merci. Et à la fin, quand je regarde mon téléphone avec mon WhatsApp, wow, j'ai 117 notifications en plus de mes mails et tout ça. C'est dur la vie depuis la pandémie parfois. Alors donc, non, mais c'est pour vous dire, il faut réfléchir à tout ça. Donc, au lycée, on a beaucoup d'élèves parfois, parce qu'on enseigne à plusieurs groupes. Est-ce qu'on veut vraiment utiliser WhatsApp? On peut, mais il faut être conscient de ce que ça peut représenter aussi.
Et donc, certains profs au lycée, par exemple, vont utiliser des pages Facebook. Pourquoi? Parce que ça prend quelques secondes à faire et on informe à ce moment-là. On n'est pas obligé de répondre à tout. Donc, seuls les élèves sont membres, la page Facebook est privée et on affiche dessus uniquement les informations liées à son cours. Donc, il faut juste réfléchir à des solutions qui vont vous permettre d'avoir une certaine vie aussi à la maison parce que moi, je vous promets que j'ai jamais autant travaillé que depuis le début de la pandémie pour tous ces ajustements avec tout le monde aussi. C'est pas simple. Mhm. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner au niveau des évaluations plutôt sommatives, type contrôle, quiz, ce genre de choses? J'ai oublié d'allumer mon micro, voilà. Comme Oui. quoi. Alors, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment de commencer peut-être par des évaluations formatives juste pour surtout quand il y a une rupture comme ça entre l'école en présentiel et l'école à distance. On ne veut pas commencer avec des évaluations qui font peur. L'évaluation stress en partant, les recherches le montrent. Le stress est bon. Parfois, ça permet d'apprendre. Mais là, il y avait le stress de la pandémie, tout ça. Alors, ceux qui tenaient absolument à leurs évaluations coûte que coûte, je me dis, un peu de flexibilité, attendons une petite semaine ou deux, donc des évaluations formatives au début, mais on veut quand même évaluer parce qu'on veut rappeler ce contexte de l'école avec où est-ce qu'il faut faire des tâches et des devoirs et tout. Et donc, quand j'ai dit de vérifier les devoirs, c'est important, on ne vérifie pas les devoirs, les gamins tout de suite ne vont pas le faire. Et tous ceux qu'on interrogeait dans l'enquête nous disaient, quand on voyait que le prof ne vérifiait pas, on ne faisait pas. Et donc, le prof dit, moi, je donne plein de devoirs, oui, mais tu as beau donner plein de devoirs, mais ce que tu as vu de l'autre côté, c'est quelqu'un les fait. Et ça, c'est important. Très bien. Une autre question, c'est comment éviter le nombre enfin, trop de moyens de communication? Comment faire pour unifier les outils de communication? Là, une concertation entre les enseignants, je dirais, c'est important quand c'est possible. Une concertation au niveau de l'école. Vous savez, les écoles où ça s'est le mieux passé, en tout cas dans l'enquête qu'on a vue, il y a vraiment eu un rôle majeur des directions d'établissement. Ils ont dit, écoutez, là, on va faire des rencontres, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'idée, c'est pas d'imposer un outil à tout le monde, mais peut-être qu'on peut limiter le nombre d'outils. Dans certaines écoles, vraiment, il y avait une quinzaine d'outils, mais c'était ridicule. Là, c'est trop pour un enfant. Et imaginez-vous, le parent qui a 3 enfants en plus dans 2 écoles différentes, mais là, c'est la catastrophe. Là, il se retrouve à 30 outils installés sur ta tablette, il ne sait plus qui doit être connecté sur quoi, à quelle heure. Ça devient, c'est une gestion. Donc, limiter le nombre d'outils, et déjà, c'est plus facile. Donc, je suis contre le fait d'imposer un seul outil. Je me dis, il faut une certaine flexibilité. Mais limiter, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu aurais un outil à nous conseiller pour la vérification des devoirs s'ils sont bien faits? Moi, je vous dis, mon outil, mon meilleur outil que j'ai pu découvrir, mais je l'ai découvert avant la pandémie, c'est Edpuzzle. On peut donner de courtes vidéos éducatives qu'on trouve sur Vimeo, YouTube ou peu importe. On crée des questions en quelques secondes. Puis encore, il y a plein d'enseignants qui partagent les questions qui ont été faites à partir de vidéos éducatives en chimie, en maths, dans plein de domaines. Et on a sa liste de classe, on sait qui a vu. Bon, ça fait Big Brother parfois, on sait qui et quand on a vu. Mais bon, peu importe. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas quand est-ce qu'ils l'ont vu, c'est s'ils l'ont vu et est-ce qu'ils ont répondu correctement aux questions. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de classe inversée, mais la classe inversée, si on ne vérifie pas ce qu'on leur demande de faire, ça ne sert absolument à rien. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Donc, il y avait une question, c'était la part que peut prendre la direction pédagogique, mais tu y as déjà répondu. Et je pense qu'effectivement, c'est important que la direction puisse intervenir, enfin, puisse être force de proposition en discussion avec les équipes pédagogiques. Je regarde un peu, je vérifie. Au niveau ça revient un petit peu, ça, les problèmes de droit à l'image. Comment ça se gère sur les écoles en général? Est-ce qu'il y a une charte spécifique pour chaque école, signée par les parents? Droit à l'image, ça veut dire quand on est avec eux sur Zoom ou quelque chose comme ça? Par exemple, oui, oui. En principe, là, je veux dire, s'il n'y a pas de captation, automatiquement, et ça dépend de l'usage qu'on fait de la captation aussi. C'est-à-dire là, s'il y a quelque chose d'enregistré sur Zoom, et là, ça varie d'établissement en établissement et tout. Alors, techniquement, les établissements, s'ils ont une version sécurisée de Zoom, les vidéos ne sont pas stockées sur le cloud, sont stockées uniquement dans l'appareil du prof. Donc, il y a des petites mesures à faire avec ça. Mais écoutez, il y a un contexte de pandémie et je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité au début. Il y en a qui parlent de droit à l'image. Écoutez, il y a un contexte de pandémie, donc soyons flexibles au début et regardons un peu, est-ce qu'on veut stocker la vidéo de ces enfants tout petits en ligne sur Zoom?
mettons-la sur notre ordinateur au début. Est-ce que la partager avec un autre gamin, c'est vraiment dramatique? Bon, ça dépend qu'est-ce qui t'est arrivé durant la vidéo, si t'est arrivé quelque chose, parce que ça aussi, il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et de parents qui ont rapporté aussi que dans les classes en ligne, des fois, on voit des parents d'autres enfants, des fois qui se lèvent le matin et tout, donc dans des tenues peut-être pas toujours adéquates, je dirais, pour être filmées et puis pour que ce soit partagé. Donc, il faut avoir en tout cas, cette sensibilité, je dirais, par rapport à ça aussi. Et peut-être, là encore une fois, c'est informer les parents. On va filmer ces séances de présentiel, alors peut-être mettre l'enfant dans un endroit calme et tout, ou avertir l'adolescent quand c'est un adolescent. Allez-y, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Écoutez, vous pouvez les poser après si vous souhaitez. Mon mail est disponible en ligne. Alors, si vous m'écrivez, j'essaierai de vous répondre dans des délais raisonnables. Voilà. Très bien. Merci pour l'invitation, Sébastien. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce que tous les documents que tu voulais partager, tu les partages via Twitter? La liste, je vais la diffuser sur Twitter, mais je peux t'envoyer aussi la liste à part. Comme ça, si tu veux la diffuser à tes réseaux, ça me fera plaisir aussi. Très bien, parfait. Bon, et les enseignants d'EPS, je vous relance. J'ai entendu que vous étiez là. Alors, enquêteeps.ca, si ça vous dit. Et l'enquête est diffusée et en France et au Québec. Donc, c'est une enquête, vous verrez sur l'introduction de l'enquête, là, c'est une enquête menée par des gens des deux pays. Alors, si ça vous intéresse, ça me fera grandement plaisir. Je l'ai déjà transmis, c'est Johan, le MCP2PS. Je l'ai transmise sur le compte Twitter EduSchool EPS. Je l'ai relayé. Je l'ai déjà rempli moi-même et normalement, les profs de la zone l'ont reçu. Voilà. Très apprécié. Alors, bonne santé à toutes et à tous. Et puis, au plaisir. Peut-être on se reverra avant la rentrée ou quelque chose comme ça. Merci à toutes. Au revoir. Merci beaucoup, Thierry. Au revoir.